Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans votre magazine préféré Jeunesse et Développement qui reçoit pour vous aujourd'hui l'honorable Aldo Loadi qui est député provincial de Kwilu. Bonjour honorable. Bonjour. Chers téléspectateurs, comme vous le savez, nous disons toujours le développement de la République démocratique du Congo exige les efforts de tous, car l'union fait la force. Aujourd'hui, nous parlons de la situation qui prévaut à l'est du pays, l'état de siège décrété par le chef de l'État. Ce n'est pas seulement le chef de l'État qui est concerné par rapport à cet état de siège, mais tout Congolais est concerné, toute Congolaise aussi est concernée. Nous devons en parler aujourd'hui à travers cette émission qui reçoit notre invité aujourd'hui. Honorable, quelles sont d'abord vos impressions par rapport à l'état de siège décrété par le chef de l'État à l'est du pays? Merci pour l'opportunité que tu m'offres. Je pense qu'il n'y a pas assez à dire sur ce point. C'est constitutionnel. Et je me rappelle encore lorsque l'actuel président était candidat, c'était parmi les points saillants qui étaient en fait lors des campagnes présidentielles. Ouais. Il disait que lui ne quittera jamais l'Est tant qu'il n'y aura pas la paix une fois élu. Aujourd'hui, chose faite, nous ne pouvons que l'encourager. Et j'en profite pour demander à toute la population de Gungu en particulier qui m'avait élu de pouvoir l'appuyer parce que le problème de la paix, c'est le problème de tout le monde. Alors, on ne pouvait pas penser que non, c'est le problème seulement du président de la République, du Premier ministre, c'est son gouvernement, de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée provinciale, mais c'est le problème de tous. Tant qu'il n'y aura pas la paix à l'Est, rien ne peut marcher. Donc je crois qu'il faut les soutenir. Il faut les soutenir, mais aussi les soutenir sur le plan financier. Mobiliser toutes les forces. J'ai vu les députés, nos députés, renoncer à une partie des monuments pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo en termes d'efforts de guerre, si vous voulez, je peux utiliser ces termes. Donc c'est que toutes les forces vives de la nation doivent faire de même. Dans les écoles, dans les églises, comme ce qui se passe à l'église du Christ au Congo, et que ça soit ainsi. Mais on ne sent pas cet engouement, cette impression de la population soutenir nos militaires comme on le fait quand il y a des matchs. On sent que les politiciens qui se battent, mais est-ce que vous, en tant qu'élu du peuple, je rappelle que vous êtes de la Mouka aussi, mais qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes? On ne peut pas contribuer ne fût-ce que $1 parce que nous avons même l'impression, parfois il y a des communiqués qui passent, non, envoyez $1 pour tout ça, la chaîne de télévision. Mais en ce qui concerne la paix à l'Est, c'est comme si les gens sont indifférents. D'abord, je vais rectifier, tu as parlé de la Moukanouma sur de l'Union sacrée, ça c'est une précision très importante. Je suis sur la chaîne nationale, je suis de la Mouka il y a cela quelques temps, mais maintenant que tout le monde, surtout mon regroupement, l'ACC avec le président Mabaya et Rumbo, nous sommes de l'Union sacrée. Vous êtes de l'Union sacrée? Bien sûr. Donc, moi, de ma part, en tant qu'élu, je ne cesse de mobiliser la population derrière moi pour soutenir le chef de l'État dans le sens de l'état de siège. Je pense que vous, en tant qu'homme des médias, vous avez le devoir sacré de pouvoir vulgariser ces informations de manière que tout le monde puisse regarder vers la même direction. C'est-à-dire que dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, qu'on ait la paix, et c'est après la paix qu'on pourra maintenant parler vraiment de l'économie. Voilà, nous disons à tous nos téléspectateurs que la situation, la paix, c'est ce qui fait que nous puissions aller de l'avant. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Sans la paix, on ne peut pas circuler. Sans la paix, on ne peut pas travailler. Sans la paix, on ne peut pas manger non plus. Donc, nous avons tout intérêt de soutenir nos forces armées qui se battent, qui sont au champ de bataille à l'est du pays, en contribuant. Pourquoi pas $1 à tout Congolais pour que nous puissions encourager ces militaires. Il n'y a pas seulement que les députés qui doivent le faire, et nous aussi nous devons le faire. Alors ça sera important que les hommes de bonne volonté, notre gouvernement, puissent encore initier de tels projets par rapport à la population. Mais s'il faut revenir à l'économie par rapport à ces gouvernements de l'Union sacrée que vous êtes, bien que vous venez de la Mouka, quelles doivent être les priorités pour ces gouvernements de l'Union sacrée par rapport à la situation économique du pays et la situation sociale? Moi, je pense que je suis passé par... vous m'avez déjà reçu plus d'une fois pour parler de ça.
Mais depuis que le gouvernement s'est mis en place, c'est la première fois que vous me recevez. Ouais. Je crois que la priorité, comme je viens de le dire, la première des priorités, c'est la paix. Et c'est ce que le gouvernement et le président de la République en tête est en train, tout le monde est en train de se déployer pour que nous ayons la paix. Mais quand bien même nous cherchons la paix, mais nous devons gérer. Donc le pays doit être géré. Je crois que la priorité, je l'ai toujours dit, c'est prendre des réformes avec courage. Et ces réformes doivent aller dans le sens de la bonne gouvernance. Je l'ai toujours dit que s'il y a une science qui est plus compliquée, complexe, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est gérer. Parce que lorsqu'on est gestionnaire, on est affronté à beaucoup de problèmes. Il y a des imprévus. Il y a, comment dirais-je, des urgences. Il y a ce qu'on programme. Donc, il y a plein de problèmes auxquels on doit faire face. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, la première chose, c'est la paix. La deuxième chose, c'est qu'il faut imposer la bonne gouvernance. C'est pourquoi vous êtes en train de voir l'inspection générale des finances qui est en train de faire son travail, que nous encourageons du reste, je pense. Mais là aussi, nous allons en parler. Il faudrait quand même que ce soit un travail qui doit être fait dans la discrétion et qui doit nécessairement être remis au président de la République, au Premier ministre et au procureur général de la République. Parce que je considère qu'en tant qu'auditeur, quand on est un auditeur, on n'est pas là pour mettre à la place publique les conclusions du travail. Voilà. Sinon, à un moment, les gens vont penser que ce n'est plus du contrôle. Ça devient comme un acharnement, ça devient comme un règlement des comptes. Donc je crois, c'est la première condition, c'est la bonne gouvernance. Et là, je parle de la bonne gouvernance, il y a ce contrôle, mais il y a aussi la maîtrise des dépenses de l'État. De voir qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui ne doit pas être fait. Et la maîtrise aussi du cadre macroéconomique, comme les économistes aiment parler des macroéconomiques. Mais moi, j'aime être plus simpliste dans les propos pour que tout le monde comprenne quand on parle de macroéconomie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire une bonne gestion et que l'argent de l'État revient exactement à centre dans les trésors publics, qui est la lutte contre la corruption, et que ce n'est pas ça ne peut pas être à la disposition de tout le monde, où ça doit être lapidé, ça doit être géré comme on veut avec les cas, par exemple, un autre cas qu'on vient d'apprendre, qui est pratiquement dans les médias, certains citoyens, parce qu'ils sont ministres, qui sont venus de la banque, je ne sais pas moi, avoir des cartes pour pouvoir l'actionner, prendre de l'argent de l'État à tout moment. Je crois que ça, c'est très important. Et une autre priorité, je l'ai toujours dit, c'est sincèrement de revisiter notre politique fiscale, c'est-à-dire la fiscalité, la manière dont l'impôt est payé. Donc ce sont des priorités, parmi les priorités, parce que c'est de cette manière que l'État va avoir des moyens. C'est vrai, en termes de finances, nous avons le fonds propre, nous avons aussi l'emprunt. Mais ce que nous maîtrisons, où l'État, où le gouvernement a la maîtrise, c'est ce qui lui revient. C'est-à-dire que l'impôt que nous recevons à travers la DG, le DGRAD, et si vous voulez, DGDA, ça c'est que nous maîtrisons. Et nous avons la décision. Mais ce que vous attendez, que vous devez négocier, c'est vrai. Le processus peut être court pour avoir les prêts, ou si vous voulez les dettes extérieures, mais faut-il encore que lorsqu'on a ces dettes, que ça soit bien géré pour que le programme du gouvernement, en fait, le programme d'investissement pour lequel l'argent a été emprunté, ça soit utiliser. Donc voilà. Parfois nous parlons seulement pour la DGI déjà, mais on oublie, on ignore tout ce qui se passe, tout l'argent qui entre dans des bureaux de l'État, communes, quartiers, tout ça. On ne sait pas, ne sait pas canaliser cet argent. Est-ce qu'avec le ministère du numérique ici, ça pourra aider? Mais c'est ça les réformes que moi je demande sur le plan de la bonne gouvernance. Mais vous savez, les paradoxes, c'est quoi? C'est que les agents de l'État, par le moment, à qui on a donné, qui sont censés récolter l'argent de l'État, ils utilisent, mais au même moment, à la fin de l'année, ou la fin du mois plutôt, si vous voulez, ils attendent qu'ils soient payés. Mais on ne peut vous payer que ce que vous avez produit. Donc il faudrait quand même que cette philosophie, cette nouvelle façon de voir les choses entre dans le cadre des réformes, pour que l'argent de l'État, que ce soit à Kasumbalesa, que ce soit à Béni, que ce soit à Gungu chez moi, que ce soit je ne sais où, que lorsque l'argent entre avec, comme tu l'as dit,
le ministère qu'on vient de créer numérique puisse être le ministère qui permet à l'État d'avoir tout son argent, de manière que le personnel de la RTNC soit bien payé après avoir rendu d'énormes services pendant les mois. Donc voilà, donc ce sont ces différents choses. Et il y a aussi, n'oubliez pas qu'il faut aussi jouer sur l'aspect du taux d'échange, ce qui est très important, parce que si la monnaie n'est pas stable, ça pose énormément de problèmes à ce qui concerne la gestion, même à ce qui concerne les prévisions, à ce qui concerne le plan d'investissement. Donc, vous savez que nous travaillons avec la monnaie locale qui est le franc congolais, qui fait la fierté de notre pays. Donc, nous avons l'obligation, le gouvernement, les ministres des Finances, les ministres de l'économie, les ministres des PME, les ministres du budget, ont le devoir sacré de pouvoir veiller sur le taux d'échange, et la Banque centrale qui est notre les caissiers de l'État. Mais il y a un autre, après toutes ces réformes, si vous voulez, les réformes sur le plan de la gestion, sur le plan de la bonne gouvernance, il y a des priorités en termes des secteurs qu'il faut. Vous avez constaté avec tout ce que nous avons eu comme pandémie, et vous savez que notre économie, d'une manière générale, on l'a toujours dit que c'est une économie extravertie. C'est-à-dire pratiquement 80% de ce que nous consommons vient de l'extérieur. Mais je crois qu'on a peut-être au début, le gouvernement avait des difficultés. En fait, le président de la République avait des difficultés avec tout ce qu'il y a eu comme mésattente avec les FCC. Maintenant que le président de la République, le Premier ministre, ils ont la majorité. Qui est voilà, et que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, sans oublier aussi l'Assemblée provinciale. Donc ça veut dire que pour le moment, nous devons avoir les développements voilà, il faut que la bonne gouvernance s'impose et que nous puissions voir quels sont les secteurs qu'il faut intervenir pour qu'enfin les Congolais puissent avoir un bon salaire. Et pour moi, en tant qu'économiste, je crois qu'il y a d'abord le secteur de l'agricole, le secteur agricole, j'allais dire, et ce secteur agricole que moi, j'ai toujours pensé que ça doit marcher de pair avec le secteur d'infrastructure. Parce que pour que nous puissions avoir des produits, le maïs, les maniocs, qui sont les aliments que les Congolais consomment au jour le jour, il faudrait désenclaver la République. C'est pourquoi je demande au Premier ministre, je demande au ministre des Infrastructures, et sans oublier le ministre de l'Agriculture, de pouvoir mettre des moyens à ce qui concerne le monde rural. Nous n'avons pas moyen de mettre beaucoup d'argent, c'est-à-dire des millions, pour désenclaver le Congo. Il faut mettre les différents gouverneurs en contribution pour que les axes prioritaires des dessertes agricoles soient des priorités pour le gouvernement provincial, que ce soit dans les Kasaï, que ce soit dans les Kwilu, que ce soit dans le Bas-Congo, de manière que le Congolais puisse finalement se dire non, maintenant nous devons produire pour nous-mêmes, parce que nous avons la mauvaise expérience avec le Covid, où ça devrait venir à l'extérieur, et à l'extérieur le problème s'est posé, des restrictions pour le déplacement, frettement des bateaux, tout ça, et ça c'est pour améliorer aussi notre économie. Donc je crois que c'est ça, il y a notre secteur qui est plus important, et maintenant que le président a la majorité, c'est le secteur minier qu'il faut revoir le code minier, de manière que vous avez suivi une déclaration autrefois du directeur Yuma, qui regrettait ce que l'État congolais perdait en termes de ressources liées à l'exploitation minière. Donc je crois que pour le moment, le président était dans les Katanga, vous l'avez suivi, il a parlé avec les miniers, et pour moi, au-delà de ces contacts, pourquoi ne pas réhabiliter, si vous voulez, la MIBA, réhabiliter le Kimo, mais aussi et surtout la Gécamine, qui faisait la fierté autrefois avec la Deuxième République. Donc voilà un peu les quelques points qui sont très importants. S'il faut être concret par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer, entrons dans le secteur agricole. La province de Kwilu, il n'y a pas évolution. On a changé tant de gouverneurs. Des professeurs sont passés par là. Mais on n'avance pas. Pourquoi la province de Kwilu est toujours pauvre? Vous, en tant qu'intellectuel de Kwilu, vous êtes là. Voilà, même Reddy a chanté ça. Il n'y a rien à Kwilu. Même pas de stations d'essence normales. Si vous quittez Kinshasa, qui quitte,
il n'y a pas de bonnes maisons, il n'y a pas d'éclairage. Qu'est-ce qui se passe à Kouilou? Et barrage de Kakobola, où en sommes-nous? Est-ce qu'il faut continuer comme ça? Il faut attendre toujours les chefs de l'État? Tu parlais d'abord de l'économie et du secteur agricole. Oui. Ça, c'est un. De deux, tu voulais parler de Kakobola. J'aimerais commencer par Kakobola. Kakobola, d'abord, c'est un projet national. C'est vrai que ça se situe dans mon territoire, dans ma circonscription, là où j'étais élu. C'est d'ailleurs à 20 km de Gungu, Oui. vers le sud-est. Mais c'est un projet qui a commencé avec l'ancien régime, le président Kabila. Et c'est je crois 80%, j'aimerais vraiment peser mes mots. Il faut vérifier encore l'historique de ces projets. Mais ce qui est certain, c'est que c'est le gouvernement indien qui a financé à 80% ces projets. Et chose faite. Donc au moment où nous parlons, les amis qui nous suivent, les téléspectateurs, les Congolais en particulier, c'est que ces projets, c'est un bon projet. C'est de l'énergie qui va entrer. Je ne sais pas, c'est la SNEL. Est-ce que le gouvernement va choisir un autre opérateur pour pouvoir exploiter cette fois? C'est déjà terminé. Ça va éclairer, mais le problème, ça est terminé au niveau de la production de l'énergie électrique. Ce qui reste maintenant, c'est le transport et la distribution. Je crois que les caucus des députés nationaux, provinciaux et même les sénateurs, nous avons eu beaucoup de réunions avec l'équipe qui gère, qui représente l'État congolais dans ces projets. Et aujourd'hui, ce qui reste, si vous voulez, c'est les transports de l'énergie et la distribution. Encore une fois de plus. C'est-à-dire qu'il manque les câbles et les poteaux jusqu'à présent. Voilà, donc c'est ce qui est en train d'être fait. C'est ce qui est en train d'être fait. Et une façon aussi de m'adresser au gouvernement que nous avons eu, parce que quand vous avez emprunté cet argent, c'est les Congolais qui va les rembourser. Je mérite utiliser le terme remboursement. Donc, mais il ne faut pas mettre beaucoup de temps. Et c'est lui qui nous a prêté son argent. C'est vrai, c'était un projet, je crois, ça doit être de 20-25 ans. Mais aujourd'hui, c'est depuis 2014. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement en 2021. Donc, il y a déjà pratiquement 7 ans que le projet n'est pas encore effectif en termes de consommation. Donc, ce que je peux demander au ministre de l'Énergie, et le Premier ministre et le Président de la République en particulier, c'est de voir comment on peut finalement arriver au terme de ces projets pour qu'il y ait de l'énergie, et ça va encore. Vous savez, nous sommes dans une émission développement pour la jeunesse, pour que nous ayons le PME, les petites industries à Kikwit, à Gungu, à Idiofa, et ça va. Ça sera une réponse à ta préoccupation. Mais à ce qui concerne le domaine agricole, le problème, c'est la gouvernance. Je reviens pour la deuxième question. Oui, je reviens sur ça. C'est que j'aimerais être sincère. Depuis que je suis là, j'ai constaté qu'il y a plein d'intellectuels, mais les gens sont plus dans la politique. Moi, pendant tout le temps, ou quelques moments que vous m'avez reçu, vous avez constaté que je parle de moins en moins de la politique. J'ai toujours dit que je sois les députés ou un homme politique qui parle de moins en moins parce que c'est le vrai problème de la population. Ce n'est pas parce que je suis député, parce que je suis ministre. Non, le vrai problème des Congolais, c'est le quotidien. Ce qui est la nourriture, qui est l'école, il faut qu'à un moment donné que les débats soient comme les débats que nous voyons en France, quand quelqu'un vient, quel est son projet, quel qu'il va faire. Mais ici, tout est politisé. Et c'est la difficulté auquel nous sommes confrontés dans le Kouilou, pour dire la vérité. Vous savez, pourquoi je dois me retrouver normalement là? Quels sont les critères pour élire le gouverneur? Non, seulement il faut avoir le poids politique ou bien quelqu'un qui a une vision, qui a des ambitions. Mais oui, laissez-moi quand même parler. Je devrais me retrouver à Bandundu aujourd'hui. Mais pour votre information, même les téléspectateurs, l'Assemblée provinciale est bloquée. Nous n'avons pas eu de session. Il semble pas de loi, pas des édits qui a bloqué. Pas des édits. Pourquoi? Parce que les amis, c'est-à-dire que nous, députés, avons estimé que le bureau qui était en place ne permettait pas que les décisions, ne permettait pas que les édits soient votés, et surtout pour le contrôle, pour répondre à ta question, ce qui a fait que les amis ont décidé
de démettre les bureaux et d'avoir un autre bureau. Si je comprends, ce n'est pas un bureau de l'Union Sacrée, c'est le bureau ici non, ça c'est le bureau de FCC, ça n'a rien à voir avec l'Union Sacrée. Maintenant, c'est l'Union Sacrée qui a dit, bon voilà, ça n'a rien à voir, contrairement à ce que certains ministres ou certains hommes politiques ici qui ont instrumentalisé les choses jusqu'à bloquer ou jusqu'à empêcher les députés provinciaux de pouvoir siéger. Donc, le problème, c'est un problème. Et là, qui doit décanter cette situation? Non, mais c'est le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur qui a fait un télégramme pour que le président des bureaux d'âge, l'ancien président et le gouverneur, qui en réalité n'a rien à voir avec un conflit interne à l'Assemblée, qu'on a demandé qu'ils puissent venir à Kinshasa. Ils sont ici depuis les 14, si ma mémoire est bonne, les 14 mai. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement les 14, jour pour jour, un mois. Ils étaient reçus, aucune réponse, aucune suite, et on ne sait même pas comment les bureaux d'âge, le président Mangaï et les collègues qui l'ont accompagné, comment ils sont logés, comment ils sont nourris ici à Kinshasa, sans être pris en charge par l'État congolais. Ce n'est pas normal. C'est grave. Et c'est une façon de... Peut-être que les vice-premiers ministres n'est pas au courant de cela. Donc on n'a pas eu de plénière, simplement parce qu'il y a un groupe de gens, c'est que Reddy vient de parler. Ces gens-là sont partout, qui sont là pour instrumentaliser, qui sont là peut-être parce qu'ils tirent profit, ce qui n'est pas acceptable. Moi, je suis député, je m'excuse sincèrement sur ce point-là. Je dis non, on ne peut pas accepter des antivaleurs. Si on vous a destitué, mais acceptez le véridique. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec le président. S'il me suit, je lui ai dit, vous n'avez pas de choix. Soit vous démissionnez, soit carrément vous convoquez la plénière et on débatte le problème. Parce que notre règlement est clair. Lorsqu'il y a une motion, s'il y a débat, il faut qu'il y ait débat, et débat qui aboutit à la mise sur pied d'une commission qui doit statuer, qui doit entendre tout le monde, et par la suite qui doit organiser l'élection, de sorte que les députés s'expriment. Ce qui n'a pas été fait. Et comme cela n'a pas été fait, les députés ont activé le troisième alinéa pour désavouer comment dirais-je, les bureaux. Et les présidents. Tout ça n'avance pas. Donc, ce que je demande pour clôturer ce dossier, c'est demander au vice-premier ministre, peut-être qu'il n'est pas au courant, mais moi je lui dis que la réalité, c'est que c'est un problème interne. Comme ça, c'est pas dans toutes les assemblées, ça n'a rien à voir avec un règlement des comptes, ça n'a rien à voir avec tel ou tel autre. C'est un problème de vision. Voilà, donc il faut que les choses reviennent à la normale. Et s'il faut conclure en un mot par rapport à l'état des sièges de l'Est, pensez-vous que la paix peut revenir en Congolais? Parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui profitent de cette guerre pour s'enrichir, comme l'a dit le chef de l'État. Merci. Et quelles sont les stratégies pour mettre fin à les la stratégies, guerre? Moi je pense que pourquoi on ne peut pas, parce que j'ai suivi le président de la République, il va aller vers l'Ituri, je pense. C'est dans son agenda. Il a rencontré le président Museveni. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, bon, je vais le raconter parce que nous devons désenclaver les termes. Je ne dis pas qu'il a utilisé ces termes-là, mais c'est un discours indirect. Donc il a dit, va les rencontrer pour que nous puissions, il y a un projet commun entre le Congo et l'Ouganda pour qu'on puisse désenclaver, qu'on puisse réhabiliter un certain nombre de routes pour permettre à nos deux États. Et j'en profite. Il y a cela des jours, j'ai suivi un Camerounais qui vient de publier un livre en Afrique du Sud qui parle des secteurs, peut-être qu'on ne l'a pas abordé, les secteurs industriels. Tu sais ce qu'il dit? Il dit ce qu'il propose aux Africains. Il dit, voilà, au lieu que les Africains, depuis l'indépendance, plus de 60 ans, on ne fait que de se quereller, des guerres, des coups d'État, des incompréhensions inutiles. Mais l'Afrique, c'est un continent d'avenir. Pourquoi ne pas réunir nos forces dans la sous-région, à l'Est, c'est-à-dire à l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique centrale, que 3-4 pays, nous, pour ne pas aller plus loin, nous, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda et la République centrafricaine, voir qu'est-ce que nous avons comme matière première. Comme c'est ce qui nous qui pose problème. Ce qui nous reste pour aujourd'hui, c'est de nous mettre d'accord ensemble avec tous ces pays limitrophes, de parler même langage, de parler économie, développement, comme moi j'aime parler que de ça, et de voir qu'est-ce que nous pouvons importer comme technologie pour fabriquer avec tout ce que nous avons
les cellulaires, par exemple, les téléphones cellulaires, de fabriquer de batteries, de fabriquer je ne sais pas moi quoi, de manière à ce qu'il y a des échanges régionaux. Ouais. Donc voilà un peu pour moi le message que j'apporte à tout le monde. Ça, c'est une télévision nationale, hein, c'est le canal où il faut passer les messages en tant qu'élu du peuple pour que nous cessons la violence. On m'a appris qu'il y a des collègues au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, qui sont là pour qui sont là pour juguler, si vous voulez, ils sont là pour tirer des dividendes. C'est inacceptable. Le Congo, 61 ans après l'indépendance, on ne peut pas avoir des pareilles routes. Autrefois, je l'avais dit, nous avons une fleuve. Hein, c'est notre fleuve qui devrait être notre autoroute. C'est-à-dire qui nous permet de faire les échanges de l'Est à l'Ouest. Mais malheureusement, c'est la violence, c'est le détournement, c'est la gabégie, c'est la malversation. Il n'y a rien de bon. Merci, merci beaucoup, honorable. Nous pensons que vous êtes parmi les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, surtout à la tête du gouvernement provincial. Je l'ai dit, moi, je ne mange pas mes mots. Bien que vous mettez que des politiciens qui ne font rien. Je serais content. Nous avons besoin des gens qui réfléchissent comme vous. Je serais heureux de contribuer, de voir ce Congo en train d'aller de l'avant. Parce que ce que j'ai fait, je ne vais pas les étaler ici. Non, mais moi, j'ai toujours dit que ici, les Congolais doivent réfléchir. Nous avons tout. Merci. Rien ne nous manque, mais seulement l'intelligence, l'organisation et la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, l'organisation, la paix qui peut faire que nous puissions nous développer et l'unité. Parce que rien ne sert à se diviser à cause de l'argent, tout ça, à cause de la politique. Et avec le gouvernement de l'Union sacrée, nous pensons que nous allons juste dans l'état de droit pour que le Congo puisse décoller. Je salue en passant l'honorable Rombo Fumani qui fait beaucoup de choses aussi à Gungu. L'honorable Lambert Lurondo et tous les députés. Comme l'État. Voilà. Si demain il devient aussi gouverneur, ça sera notre joie. Même vous, ça sera aussi une joie pour nous. Au lieu que de parler seulement de la politique des gens qui n'ont pas de vision mais qui sont à la tête du gouvernement, là ça ne sert pas. Merci, chers téléspectateurs. Merci. La technique nous a aidés à la réalisation de cette émission. Je vous dis aussi merci, honorable, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Prochainement, nous allons parler de beaucoup de choses parce que nous avons frôlé l'économie, la paix, tout ça, mais beaucoup de choses restent à dire. Nous allons en parler prochainement. Merci. Au revoir.